Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Sensibles, le podcast dédié à toutes les personnes qui se sentent de près ou de loin concernées par le sujet de la haute sensibilité. Je m'appelle Sophie et depuis ma plus tendre enfance, on me répète inlassablement que je suis trop sensible. Parce que l'amour, la sexualité et les relations font partie de mes sujets préférés et qu'on va pas se mentir, parfois c'est un peu la galère. J'ai à cœur de vous emmener 2 fois par mois dans l'intimité de personnes hautement sensibles et des experts qui les accompagnent. De leurs premiers amours à leurs derniers émois, ces cœurs à prendre ou plus à prendre nous dévoileront leur cheminement personnel et sensuel. J'espère que leurs confidences sans filtre sauront toucher votre corde sensible, qu'elles vous apporteront de l'écho, de l'espoir et peut-être même des réponses à vos questions. Si le sujet de la haute sensibilité vous parle, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram du Bonheur en Barre, où je vous partage chaque semaine des illustrations et des informations pleines d'émotions. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Alizée, avec qui nous avons parlé de troubles du comportement alimentaire et du lien qu'il peut y avoir entre l'hypersensibilité et les TCA. C'est un sujet encore trop peu abordé à mon sens et il me tenait à cœur d'ouvrir la parole là-dessus, ayant moi-même vécu des périodes d'anorexie mentale à différents moments de ma vie. Je remercie chaleureusement Alizée pour sa transparence et pour les précieux outils qu'elle transmet tout au long de cet épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Alizée. Bonjour. Je suis ravie de te retrouver sur cet épisode. Et juste pour commencer, je vais te laisser te présenter comme tu le souhaites. Alors, je m'appelle Alizée, j'ai 32 ans, je suis la maman d'une petite fille de 1 an et je suis franco-suisse et on habite à côté d'Annecy depuis 2 ans maintenant. Et comment t'as découvert ton hypersensibilité ? Vaste question. Je pense que c'est pas un épisode qui a fait que je l'ai découvert, c'est un peu un tissage au fil de la vie qui a fait que j'ai été diagnostiquée hypersensible et haut potentiel. Le diagnostic est arrivé en même temps. Ça a commencé en fait par les troubles du comportement alimentaire qui m'ont amenée à être suivie par une psychologue qui m'a diagnostiquée hypersensible et haut potentiel. Avant qu'on revienne sur la partie haut potentiel et hypersensibilité, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur pour toi qui a fait que tu as basculé dans des troubles du comportement alimentaire ? J'ai habité en France jusqu'à mes 18 ans et j'ai suivi un parcours très basique. Et la fin de mon lycée, je pense que j'étais dans un niveau de stress qui a fait que j'ai accumulé beaucoup de stress, qui a fait que j'ai développé une mononucléose très forte où pendant 6 mois j'ai été complètement alitée. Et là, j'étais au début de mes études de commerce, donc j'ai dû me désinscrire de l'université parce que c'était impossible de rattraper 6 mois de retard. Et à la suite de ça, mes parents que j'aime énormément et qui vraiment, j'ai aucun reproche à leur faire, mais je pense que le contexte familial dans les troubles du comportement alimentaire ont aussi, en tout cas pour ma part, on a dû beaucoup déconstruire énormément de schémas que j'ai reçus. Et donc qui ont eu un impact dans le fait que j'ai développé ces troubles. Mes parents je viens d'une famille qui est très carriériste, où il faut faire les meilleures écoles, où j'ai été dans un lycée boîte à bac où on avait des bacs blancs tous les samedis matins, où du coup, oui, le travail, on va parler de réussite par le travail. Moi, tout ce que j'aimais dans la vie, c'était plus le côté artistique et sportif, et du coup, il n'y avait pas de débouchés. Donc j'ai fait des études de commerce parce que dans le commerce, il y a toujours des débouchés. Et je suis arrivée en HEC. Et là, mais quand j'ai décidé de me désinscrire, ils m'ont dit « Tu peux pas rester sans rien faire, il faut que tu partes à l'étranger ». Donc je suis partie aux États-Unis, on a de la famille aux États-Unis, à New York. Et j'ai grandi dans une famille aussi qui était très rigide par rapport au physique et l'alimentation, où on doit faire super attention à être faim, à manger sainement. Et du coup, je pense que je suis partie avec une pression dans le sens mince. Je pars aux US, où le pays où tout le monde peut avoir des formes, où on mange très malsain. Et puis ma mère qui avait fait aussi 1 an de babysitting, enfin pas de babysitting, de femme au pair aux US, m'avait dit « Ah ben moi j'ai pris des kilos quand j'étais là-bas ». Et du coup je pense que je me suis mis ça dans ma tête. Et j'ai flippé. Et je suis arrivée là-bas et effectivement, tout est démesuré et effectivement, j'ai pris du poids. Et en fait, je pense que je suis arrivée dans un engrenage
où je me suis moi-même monté la tête en me disant « Ah mais j'ai tout le temps des gastro ou des maux de ventre » et j'ai commencé à me faire vomir là-bas. J'étais dans une inconscience totale, je me rendais pas compte que c'était le début de la boulimie en fait et du contrôle de la nourriture. Et je suis revenue en France et ça a continué. J'ai recommencé à HEC et en fait là je me suis rendu compte que c'était un environnement qui était absolument pas fait pour moi. Donc là j'ai décidé d'arrêter après avoir loupé mon premier semestre où tout le monde m'a dit mais continue, on l'a tous loupé, il faut juste recommencer. Et je me suis dit mais non, en fait c'est juste un environnement qui me correspond pas du tout. J'ai arrêté et je suis repartie à l'étranger. Et en fait à chaque fois que je partais, j'avais les crises qui revenaient plus. Même si le fait de partir était aussi une bouffée d'oxygène, c'était assez contradictoire. Je suis revenue et j'ai décidé de faire une école de commerce, mais beaucoup plus à taille humaine. On n'était plus 800, mais on était dans des classes de 30. Toujours, il fallait choisir les meilleures écoles, donc c'était une école très réputée en Suisse. Mais voilà, à taille plus humaine et donc des rapports un peu plus humains pour moi. J'ai fini mon école et en fait, à la fin de cette école, il faut faire un travail de fin d'études. Et là, j'ai réalisé que tout le monde partait dans les assurances, dans les banques. Et puis moi, je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai réussi à trouver avec une ONG qui m'a envoyée au Burkina Faso faire mon travail de fin d'études pendant 3 mois. Et ça, c'était génial parce que j'avais ce côté humain qui, moi, m'a toujours en fait parlé. Sauf que arriver au Burkina Faso, c'est dans un pays qui est très précaire et je vivais vraiment comme eux. J'étais vraiment logée chez l'habitant. Un pays qui est aussi hyper insécure. Donc j'avais quelqu'un qui m'accompagnait H24 pour ma sécurité. Mais voilà, je pense que du coup, ça a augmenté mon insécurité personnelle que j'avais déjà de base. L'alimentation là-bas, c'est hyper précaire et hyper malsain, plein de mauvaises huiles et tout ça. Et du coup, là, la boulimie est aussi revenue plus. Toujours avec des vagues d'anorexie. Enfin, c'était soit j'étais dans la boulimie, soit j'étais dans l'anorexie et je mangeais quasi rien. Et du coup, je suis revenue de ce voyage avec une grosse bactérie dans le ventre où en fait je suis arrivée en Suisse et j'ai tout de suite été à l'hôpital parce que j'étais complètement déshydratée et j'avais perdu beaucoup trop de kilos. Et là, je me suis dit, mais en fait, Alizée, si tu parles pas de ta boulimie, anorexie, parce qu'on n'avait jamais parlé à personne, tu vas jamais t'en sortir parce que le ventre, bactérie dans le ventre, c'est aussi parce qu'il y avait ça avant. Et j'étais dans un état vraiment... je pense que j'avais aussi le côté psychique qui avait complètement lâché. Et du coup, là, j'ai mis plus d'1 année à m'en remettre. Autant psychiquement que physiquement, je pouvais plus lire de livres. Enfin, j'étais au ralenti total. Et ça, je pense que c'est arrivé... Puis déjà, moi, j'ai compris que depuis toute petite, je somatise. En fait, à chaque fois que j'arrive dans un niveau de stress qui est trop élevé, bam, je tombe malade. Et c'est arrivé après une année de... fin d'études où j'étais à 10 000%. Enfin, j'avais mes études, j'avais un travail à côté, j'étais en coloc avec ma meilleure pote où on faisait que de faire la fête, donc j'étais à 10 000%. Et puis pendant cette année, c'est là où j'ai eu vraiment le plus d'anorexie. Je me souviens, j'avais le mariage de quelqu'un de ma famille et tout le monde me disait que j'étais magnifique. Et il y a aussi cette contradiction où tout le monde te dit que t'es magnifique, donc t'alimentes le fait de « Ah ouais, en fait, faut que je garde cette ligne » parce que j'étais super fine et que dans ma famille, on est magnifique quand on est trop maigre, quoi. Et il y avait vraiment ce côté où genre « Mince, je peux pas prendre 1 kilo parce que sinon je serais plus autant aimée. » Enfin, il y a des multitudes de choses qui rentrent en compte dans cette maladie, je pense. Donc j'ai alimenté ça. Justement, ma meilleure pote, elle voyait tout ça. Mais c'était génial parce qu'on habitait ensemble et elle m'a jamais jugée. Elle a bien vu que je me mentais à moi-même et je mentais à tout le monde dans le sens où j'allais me faire vomir dans les toilettes et je disais que j'avais une gastro. Mais en fait, je peux pas avoir une gastro tous les jours, quoi. Ma famille voyait pas. Ma mère était au courant, à ce moment-là, je lui en avais parlé. Mais tout le reste de ma famille n'était pas au courant. Et puis, en fait, dans ces moments-là, on est tellement fort pour cacher... pour se cacher déjà à soi-même et pour le cacher à tout le monde. Donc voilà, j'étais arrivée à un niveau de mal-être qui était plus et surtout physiquement, mon corps tenait plus. J'ai eu ce voyage au Burkina Faso qui a fait que tout a lâché. Et je suis revenue et là j'ai dit en fait il faut que je me fasse aider, je vais pas m'en sortir sinon. Et du coup je suis allée voir mon médecin généraliste. C'est ma mère qui m'a emmenée parce que moi je bloquais aussi d'une certaine manière pour y aller. Puis elle a dit bon ok maintenant on fait quelque chose quoi. Et ce médecin m'a envoyé chez cette psychologue qui travaille dans un cabinet de psychiatre
spécialisée justement en troubles du comportement alimentaire et spécialisée pour les personnes hypersensibles et HP. Sauf qu'à ce moment-là, je ne le savais pas du tout. Je savais juste qu'elle était spécialisée en troubles du comportement alimentaire. Et je suis arrivée chez elle. Et je crois qu'en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que les 3/4 du travail ont été faits parce que j'étais arrivée à ce stade où je voulais que quelque chose change. Et du coup, elle m'a donné un médicament antidépresseur spécialisé pour les troubles du comportement alimentaire. Je sais plus du tout ce que c'est, mais je sais juste que en fait, ça allait très vite. J'ai tout de suite switché dans ma tête. Je me suis plus jamais fait vomir. Ce besoin de manger émotionnellement parlant, je l'avais encore, mais plus dans des stades comme je faisais avant où j'avais une émotion trop forte, je pouvais vider un placard. Enfin, c'était devenu quelque chose de beaucoup plus soft. Et au fil des années, on a déconstruit énormément de choses. J'ai été suivie pendant 4 ans, je pense. Pas à 100%, mais parce que la vie a fait que je suis repartie à l'étranger, je suis revenue. Mais il y a eu des périodes où j'y allais chaque semaine et on a déconstruit énormément. Et maintenant, l'alimentation est quelque chose de vraiment naturel chez moi. Du coup, toi, tu vas nous l'expliquer avec tes mots, mais quel est le lien entre hypersensibilité ou haut potentiel et TCA ? Justement, en fait, ce qui est drôle, c'est que pendant les séances de psychothérapie, on n'a quasiment jamais parlé de problèmes alimentaires. Mais vraiment, on parlait de tout sauf de ça parce que, bien évidemment, c'est sous-jacent. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière ça. Moi, je pense clairement que l'hypersensibilité a fait que je mangeais mes émotions. Je connaissais pas déjà les émotions. Et en fait, c'est surtout ça le travail qu'elle a fait avec moi, c'est de revenir à l'intérieur et de me dire, en fait, dans quel état émotionnel je suis là, quelle est l'émotion. Moi, c'était aussi beaucoup lié à la colère. Je mangeais ma colère parce que j'ai grandi dans une famille où la colère, c'était vraiment quelque chose de mauvais. Et du coup, je voulais absolument pas me mettre en colère. Et donc, oui, je la mangeais. Enfin, vraiment, je vois des scènes où, en fonction avec qui j'étais, j'avais beaucoup plus de troubles en fonction des personnes que je côtoyais aussi. Et donc, des personnes qui étaient très colériques allaient faire que moi, j'allais beaucoup plus me venger sur la nourriture. Elle m'a appris à ressentir intérieurement. Et elle m'a appris aussi, je pense, à canaliser toutes ces pensées parce que, moi, en tout cas, l'hypersensibilité, ça, c'est aussi lié aux pensées en arbre et au côté HP qui fait que je pars dans tous les sens dans ma tête et du coup, à canaliser tout ça. Tu m'as dit qu'elle t'avait diagnostiqué HPI, donc j'imagine qu'elle t'a fait passer le test de la VAIS-4. Non, elle l'a pas fait passer. Parce que justement, elle savait pertinemment que moi, les examens, c'est quelque chose que j'arrive jamais. Je perds contrôle, je me décompose. Quand j'ai eu ce, entre guillemets, jugement en face de moi, je sais pas gérer. Et du coup, elle l'a pas fait. Aussi peut-être parce qu'on a passé 4 ans ensemble où il n'y avait plus besoin de faire de tests parce que c'était clair et net, mais non, elle me l'a pas fait passer. Je sais pas, je lui ai pas explicitement demandé le pourquoi, du comment, mais en fait, ça allait de soi. Enfin, après, au début, pour moi, je l'acceptais pas du tout. Pour moi, j'étais pas du tout HP ou quoi que ce soit parce que justement, à l'école, j'ai toujours galéré. Et en fait, parce que mon frère a été diagnostiqué quelques années avant moi, HP, et lui, il a eu énormément de facilité à l'école. Et donc, je me disais, mais en fait, c'est pas possible parce que moi, on n'est pas du tout fait pareil, on est complètement opposés. Et du coup, si lui, il l'est, moi, je peux pas l'être. Et du coup, ouais, elle a pas eu besoin de... Enfin, elle me l'a pas fait. Elle te l'a annoncé comment ? Elle me l'a annoncé plein de fois, en fait. Il y a une fois où tu l'as entendu. Non, c'est jamais rentré. C'est moi, par les aléas de la vie, qui ai lu le livre de Christelle Petit-Colin, Je pense trop comment canaliser un mental envahissant. Et je sais même plus comment je suis tombée sur ce livre, mais je l'ai lu. Et là, en fait, ça a été la révélation pour moi. Où je me suis dit, ok, tu peux plus faire semblant. Quand il y avait tout... Ça fait longtemps que je l'ai lu, mais c'était des personnes qui... Enfin, elle interviewait des... Je pense que c'était ses patients. Et du coup, les exemples, c'était moi. Dans tous les exemples, c'était moi. Et du coup, j'ai pleuré du début jusqu'à la fin de ce livre. Et là, je me suis dit, ok. En fait, ça a été un énorme soulagement aussi de comprendre. C'est grâce à ce livre que j'ai compris que j'étais pas seule au monde, que j'étais humaine et qu'en fait, tout ce que je ressentais était ressenti par d'autres personnes et qu'il y avait une explication à tout ça. Et je pense que ça a été le début où là, on a vraiment pu aller dans le fond du sujet,
où là, moi, je me suis ouverte et où j'ai commencé à comprendre comment je fonctionnais. Ça a été le point de départ de « Ok, on peut y aller, je suis pas un ovni sur cette planète. » Et go, quoi. Donc pour toi, il y a le côté manger ses émotions, donc mieux les comprendre et se comprendre soi, ça t'a aidé. Et tout à l'heure, quand tu nous parlais un peu de comment ça s'est mis en place, il y avait cette notion de réussite, d'apparence aussi. Comment vous avez travaillé là-dessus avec la psy ? Moi, je pense que avec le recul, ce qui m'a aidée, c'est le côté psy, mais c'est aussi le côté que je crois beaucoup à... Il n'y a pas que la psychologie, il y a aussi, j'ai fait énormément du coup d'accompagnement du corps et énergétique, et vraiment j'ai fait dans le global. Du coup, la psy, ça me permettait de mettre des mots et d'avoir cette vision un peu plus, pas médicale, mais quand même très terre à terre. Mais à côté, j'ai fait tout un accompagnement qui m'a énormément aidée. Je suis professeure de yoga et du coup, d'être rentrée dans le monde du yoga, ça m'a permis de revenir dans mon corps. Donc maintenant, quand je pars dans ma tête, j'arrive aussi... Ça m'a donné plein de tips pour revenir dans le corps. Et à mon avis, l'anorexie aussi, c'est vraiment, on part dans la tête. Et donc, on est dans ses émotions à fond. Et là, grâce au yoga, j'arrive à aller vivre beaucoup plus les émotions par des postures et tout ça. La méditation aussi a fait que j'ai réussi à calmer mon mental. Le côté énergétique aussi a fait on a aussi j'ai fait tout un travail pour casser les lignées. Parce que justement, dans ma famille, on a tous les petits-enfants, on a eu des troubles du comportement alimentaire. Donc il y avait un poids très, très fort familialement parlant et des lignées à déconstruire. Il y a eu aussi où j'ai parlé avec mes parents et je leur ai dit que cette vision du corps de la femme et de tout ça, c'était pas du tout ok et pas du tout juste. Et on a beaucoup déconstruit familialement parlant. Et il y a le fait, et je pense que c'est surtout ça, c'est que moi j'ai appris à... j'ai plus besoin de correspondre à ce que mes parents veulent, mais c'est moi et je suis une personne à part entière et aller dans ce qui est juste pour moi. Et je pense que c'est aussi ça qui a été un gros élément déclencheur, c'est qu'à partir de ce moment-là, elle m'a beaucoup aidée à en fait, qu'est-ce que tu veux, Alizée, toi? Et on s'en fiche de ce que la société veut ou de ce que tes parents veulent, mais qu'est-ce qui est important pour toi, Alizée? Et c'est là où j'ai osé sortir du cadre économique. J'ai osé quitter mon job, je suis partie voyager sac au dos en Inde pendant 8 mois. Et voilà, je me suis construite, je pense, à partir de ce moment-là où j'ai appris à me construire par moi-même. Et j'ai toujours rêvé quand j'étais enfant d'être monitrice de ski, prof de ski. Mais en fait, ça m'est tombé dessus. Et en fait, c'est ça aussi. C'est qu'à partir du moment où je me suis écoutée et je suis allée un peu dans ce qui était juste pour moi, tous les jobs que j'ai eus après coup me sont tombés dessus. Et tous les événements de la vie ont fait que j'ai pu un peu reconstruire cette petite Alizée qui n'a pas pu suivre ses rêves et qui après, les rêves sont arrivés les uns après les autres par eux-mêmes, quoi. Et justement, avant tout ça, t'entretenais quel rapport avec ton corps ? Ah, c'était horrible. Je me souviens j'étais hyper dure avec mon corps. Tous les jours, je me regardais dans un miroir. Je me trouvais trop grosse, des cuisses trop grosses, et j'étais dans le sport à outrance aussi j'étais dans le contrôle, mais dans le contrôle plus, quoi. Mais aussi parce que, justement, j'ai vécu dans une famille où ce rapport au corps était une pression phénoménale et que, surtout en tant que femme, il se fallait d'être désirable, d'être fine, tout ça où j'ai dû énormément déconstruire. Donc c'était très dur pour moi le rapport au corps. Et du coup, est-ce que ce rapport-là à ton corps et tes troubles du comportement alimentaire ont eu un impact dans tes relations amoureuses ? Oui, complètement. Si j'étais dans une relation amoureuse où j'étais bien, j'avais pas de troubles du comportement alimentaire. Si j'étais dans une relation avec une personne où ça jouait pas, où j'étais pas bien, j'avais énormément de troubles du comportement alimentaire. J'ai eu la chance, par contre, d'être souvent avec des personnes très bien. Et du coup, quand j'étais en couple, dans une relation stable et bonne, là, j'en avais beaucoup moins. Voire pas du tout. Et justement, les troubles du comportement alimentaire, je les ai pas eus pendant 7 ans H24. Ça a vraiment été des périodes dans ma vie où ça revenait et où ça partait. Aujourd'hui, quand tu es avec des personnes, justement, qui sont très colériques, comment ça se passe pour toi ?
Alors, la personne principale avec qui c'était vraiment très dur et d'ailleurs où j'avais le plus de troubles du comportement alimentaire, j'ai coupé les ponts parce que justement c'est encore moins... Pas que ça me fait retomber dedans, mais c'est juste des traits de caractère où moi je sais pas gérer ce genre de personnalité-là. Et ils y sont pour rien, enfin c'est la vie qui a fait que. Mais les gens qui sont colériques ou qui ont une certaine instabilité émotionnelle ou qui sont pas prévisibles, pour moi c'est super difficile. Maintenant je sais que je suis une personne éponge où j'absorbe les émotions des autres, j'absorbe le mal-être des autres. Quand j'ai quelqu'un en face de moi, souvent je lis la personne, enfin sans le vouloir, mais ça fait partie de mon hypersensibilité, c'est que je sais quels sont tous les soucis qu'elle n'a pas résolus avec elle-même, enfin, toutes ces douleurs en fait. Et du coup, il y a certains traits où je ne sais pas encore gérer. Des personnes qui sont qui sont incapables de se remettre en question. Et c'est toujours la faute de l'autre. Qui sont du coup très colériques, mais surtout envers eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas soigné leurs blessures d'enfance. Moi, ça, je m'en écarte le plus possible. Parce que, justement, moi, ça me fait ressortir, ça me met souvent dans des gongs ou ça me met dans des instabilités que je sais pas encore forcément très bien gérer. J'ai plus du tout de troubles, mais ça va mettre une grande insécurité. C'est surtout ça. J'ai fait beaucoup de MDR et ça m'aide énormément parce qu'en fait, c'est lié à un trauma d'enfance, clairement. En fait, ça me déclenche. Et ça aussi, dans les formations que j'ai faites, j'ai fait une formation sur les traumas et du coup maintenant j'arrive à voir si je suis déclenchée en fonction de la personne que j'ai en face de moi dans un trauma que j'ai d'enfance ou pas. Et la colère c'est un trauma que j'ai d'enfance et du coup ouais, il y a des personnalités qui peuvent me déclencher là-dedans. Du coup là j'en fais encore de l'EMDR par rapport à ça et je suis de moins en moins déclenchée, mais je sais que c'est des personnes qui sont un peu toxiques. C'est pas elles qui sont toxiques, mais c'est pour moi que c'est trop toxique. Du coup, d'un côté, moi j'y vois quelque chose de très positif, c'est que ça te permet d'avoir une sorte de signal qui te dit non mais ça n'y va pas, c'est pas bon pour toi. Ouais, complètement. Après c'est très difficile quand c'est des personnes qui sont dans ton entourage proche, et oui. Moi c'est ça qui est difficile à gérer, c'est que c'est dans mon entourage proche. Et donc ouais, c'est ça qui est le plus challenging parce que quand c'est des amis ou quoi, c'est plus on peut s'en éloigner et c'est complètement ok. Mais quand c'est dans le cadre familial, là c'est beaucoup plus compliqué. Mais j'apprends petit à petit à mettre des barrières, de la distance. Et en fait, je pense que c'est jamais la faute de l'autre. C'est moi, ça me montre en fait encore où sont mes failles. Par exemple, mettre mes limites. C'est quelque chose qui est très difficile pour moi encore maintenant. D'oser poser mes limites, d'oser dire non, d'oser dire stop. Et du coup, ça m'apprend que là, j'ai encore un travail à faire. Et t'as pu en parler avec cette personne ou ces personnes justement que toi, ça te renvoyait quelque chose de délicat? Ouais. Sauf que, en fait, j'ai ces deux personnes autour de moi et ces deux personnes, elles ont vraiment les mêmes traits de personnalité. C'est des personnalités qui peuvent pas se remettre en question. On peut pas parler d'émotions. Si on dit, là, je me sens comme j'utilise beaucoup de la communication non violente. En fait, là, ça me déclenche. Là, je me sens pas bien. Je me sens agressée. Tout de suite, ça va les faire partir dans des colères ou dans des états émotionnels qui sont ingérables pour eux parce qu'ils n'ont pas l'habitude de parler d'émotions. Donc non, je sais que maintenant, c'est des personnes avec qui on ne peut pas avoir de communication saine et constructive et que ça sert à rien de parler. J'ai tout essayé dans le sens où écrire des lettres. C'est juste que je pense qu'ils ont des traumas qui sont trop importants et du coup, c'est impossible pour eux de... Et j'ai appris aussi que les personnes hypersensibles sont des proies à ce genre de traits de caractère-là. Et du coup, à moi de m'en protéger, quoi. Parce que je suis à fond dans ce sujet-là en ce moment, du coup, en termes de lecture, je mettrai tes refs. Moi, ce que je comprends, c'est qu'aussi, c'est leur faille à eux, on va dire leur faille narcissique, parce que très souvent, ça vient de l'ego. Eux cherchent justement à prendre l'emprise sur des personnes... qui sait pas qu'on n'a pas d'ego, c'est que justement on va avoir ce côté très empathique, être toujours là pour les autres, et du coup on va dire cette blessure plus notre blessure à nous, on a besoin d'être aimé, ça fait quelque chose de très toxique, mais eux avec d'autres gens ou nous avec d'autres gens, ça ne le fait pas forcément. Complètement, c'est exactement ça.
Moi, je suis empathique plus. Même trop, enfin, pas trop, mais ça a plein d'avantages, mais ça a des inconvénients avec ce type de personne-là. Et que du coup, je partais du principe que c'était toujours de ma faute ou que je devais absorber, en fait, et que je devais quand même aller dans cet environnement-là, que je devais quand même me confronter parce que je pars du principe qu'il n'y a pas deux personnes toxiques, c'est des relations toxiques et que du coup j'avais ma part de responsabilité dans ces relations-là jusqu'à ce que je me dise mais en fait non, moi je fais un travail sur moi je vais voir quelqu'un et j'essaye justement de travailler là-dessus, mais si la personne en face elle veut pas bouger et elle veut pas aller voir quelqu'un, et ben en fait il y a un moment donné où il faut moi j'ai besoin de me protéger et du coup je mets des distances. Mais ça c'est quelque chose de très dur parce que du coup c'est oser déplaire, oser dire stop, et pour moi ça c'était vraiment c'est un sujet sur lequel je travaille encore parce que c'est délicat. Et j'imagine encore plus avec ces personnes où parfois il y a comme une relation d'emprise, qu'elle soit volontaire ou involontaire, mais en tout cas qu'ils veulent pas forcément te laisser sortir de leur vie, quoi. Ouais, alors moi j'ai eu ça dans le sens où j'avais encore du coup l'emprise. Là, je m'en suis rendu compte qu'il y avait toujours une manière de dépendance. Alors quand j'étais plus jeune, c'était dépendance affective parce qu'on est dépendant, c'était par rapport à mes parents. Il y a cette dépendance affective. Après, il y a eu la dépendance financière parce que j'ai fait des études et du coup, j'avais cette dépendance financière. Et maintenant, il n'y a plus aucune dépendance. Et du coup, je me suis rendu compte qu'on a complètement coupé les ponts parce que justement, il n'y a plus de dépendance. Et que du coup, maintenant, si on veut avoir une relation, ce serait une relation vraiment saine, entre guillemets, d'adulte à adulte. Et avec cette personne, c'est pas possible. Donc du coup, il n'y a plus de contact et il n'y a plus de lien qui est possible. Et avec l'autre personne, que c'est pas un de mes parents, donc c'est plus compliqué. Et je dirais que là, moi, c'est plus apprendre à dire stop, dans le sens où je veux pas rentrer dans ces schémas de culpabilité de personnes qui sont très fortes pour te faire culpabiliser. Et moi, la culpabilité, c'est quelque chose que je me remets beaucoup trop en question, entre guillemets. Donc, je veux plus être dans cette notion de manipulation et culpabilité. Donc, je m'en éloigne le plus possible. Et pour l'instant, j'ai dit stop, j'ai plus envie de rentrer en contact avec. Mais c'est en fait, quand c'est dans le cadre familial, c'est super compliqué de se protéger de ce genre de relation, je dirais. Et c'est surtout que de ce que j'entends, sur le coup, tu le sais pas que c'est toxique et que tu as eu besoin de passer aussi par ces phases de troubles du comportement alimentaire, de psychothérapie pour comprendre que ça pouvait être ça l'élément déclencheur aussi. Alors complètement, je pense que quand on grandit dans cet environnement-là, on se rend pas compte parce qu'on n'a pas de moyen de comparaison. Et moi, c'est justement, je crois que la psychologie, la psychologue, elle m'a fait prendre conscience que ces comportements n'étaient pas des comportements sains et des comportements ok, surtout vis-à-vis d'une relation parent-enfant. Et du coup, là je me suis rendu compte, et c'est aussi à partir du moment où j'ai eu ces séances de psychothérapie que j'ai commencé à m'affirmer et que notre relation avec un de mes parents a commencé à se dégrader. Parce que maintenant je disais non et je disais stop. Et que maintenant, je sais reconnaître une relation saine d'une relation malsaine. Et que maintenant je les vois, ces personnes-là, je les vois à 10 000 km. Enfin, je sais tout de suite les repérer. Chose qu'avant, je comprenais pas et je savais pas que c'était pas ok, quoi. Comment tu les repères? Donc j'entends que tu as ton signal interne, mais est-ce qu'il y a des phrases types ou une manière d'être ou de faire qui fait que toi tu captes? C'est des personnes qui parlent tout le temps, qui vont jamais te demander comment tu vas, même si c'est ton enfant, même si t'es leur fille ou même si t'es quelqu'un de proche. C'est des personnes qui vont être tout le temps dans la victime. Vraiment, c'est toujours de leur faute. Non, pas de leur faute, au contraire. Oui, pardon. Ou alors, justement, quand tu vas avoir une discussion, c'est oui, ou victime-bourreau, en fait. Oui, mais je sais, je suis la pire des personnes. Je fais tout faux, j'ai rien compris à la vie. Donc vraiment, c'est cette ambivalence qui fait qu'on peut jamais avoir une discussion constructive et saine. C'est des personnes qui n'ont pas un équilibre de vie sain. Soit c'est too much de travail, soit c'est un vide total, mais qui sont pas heureux en fait dans leur vie. Et qui ont eu dans leur passé, dans leur enfance, quelque chose, soit une grande blessure de l'abandon. C'est surtout ça, je dirais une grosse blessure de l'abandon. Par exemple, quand on est en groupe, elles vont prendre tout l'espace. Mais vraiment, il n'y a que
le centre du monde en fait, et qui sont dans des relations de couple très malsaines. Qu'est-ce que toi, t'aurais aimé savoir ou qu'on te dise qui aurait pu t'aider justement avant que tu rentres dans ce parcours avec une psy, des énergéticiens, enfin voilà, pendant que tu étais vraiment juste toi avec toi-même dans l'anorexie et la boulimie? C'est super délicat parce que je pense qu'en fait c'est tout un tissage sur le long terme. En fait, j'aurais aimé être diagnostiquée HP hypersensible depuis ma tendre enfance et comme ça avoir un accompagnement qui soit différent. Et en même temps, c'est grâce à toutes ces couacs et ces maladies et tout ça que j'en suis là où j'en suis maintenant. Donc en soi, je crois que ce qui est fait et qu'on peut pas changer et que c'est ce qui fait ma force maintenant. Et ouais, du coup, je crois que y a pas... On a essayé de me le dire bien avant avec la psy, justement, je pouvais pas l'entendre et que chaque chose arrive au bon moment, c'est surtout ça. Et du coup, je crois que je changerais rien. Et j'aurais pas besoin de savoir autre chose. Je pense plus que maintenant, grâce à tout ce que je sais, c'est un accompagnement avec la nouvelle génération. Grâce à mon parcours, maintenant je me dis, ok, en fait, il y a tellement à faire pour les enfants d'aujourd'hui, pour les accompagner dans qui ils sont vraiment et pour pas qu'on perpétue ces maladies, l'anorexie, la boulimie et toutes les autres maladies qui sont beaucoup liées finalement au terrain familial. Enfin, les 3/4 des maladies, c'est quand même lié à dans quel environnement on grandit et qu'est-ce qui est transmis par la famille et par l'école dans laquelle on est et tout ça. Du coup, aujourd'hui, comment toi, tu fais ta part là-dessus? Déjà, le fait d'être maman, ça change tout. En fait, aussi, quand j'étais enceinte, c'était une de mes plus grandes peurs, de voir mon corps changer et de me dire, ok, en fait, là, je peux pas contrôler parce que je veux que mon enfant, il soit qu'il grandisse bien dans mon ventre, mais en même temps, je flippe parce que je prends du poids. Et ça a été aussi un passage de ma vie qui a été hyper... tricky, où les 3 premiers mois, j'ai dû faire le deuil de ok, ça se trouve, je vais prendre du poids et c'est comme ça et c'est pour la bonne cause. Et pareil, les 3 premiers mois de grossesse, j'étais alitée et j'étais au bout de ma vie, j'ai fait que dormir, mais parce que je pense que j'avais un énorme process qui était en cours, faire le deuil de la personne que j'étais avant pour accueillir cet enfant. Et finalement, la grossesse a fait que... j'ai eu la chance d'être même encore plus mince qu'avant après grossesse. Donc la vie a été chouette. Mais finalement, ça a fait que valider le fait que maintenant c'est ok, je suis guérie de cette maladie et il n'y a pas de raison que je retombe dedans. Et maintenant, pour moi, ça part de la base. Ça part du coup de l'accouchement déjà, de comment les femmes accouchent. Et que si on accouchait d'une manière beaucoup plus en douceur et dans le respect de la femme et du bébé, déjà, la base fait que le bébé va grandir dans un environnement beaucoup plus soft et beaucoup plus doux. Et après, ça passe par l'enfance. Pour moi, c'est l'enfance. C'est vraiment, on dit que tout se joue entre 0 et 7 ans. Pour moi, c'est ça. C'est être dans une école qui s'adapte à l'enfant et non l'enfant qui s'adapte à l'école. Ne pas conditionner son enfant dans faut que tu fasses carrière, faut que tu gagnes plein d'argent, il faut que... Non, en fait, qu'est-ce que tu as envie ? Et quoi que tu fasses dans la vie, tu y arriveras parce que tant que tu le fais avec passion, ça va s'ouvrir. Et ça, c'est quelque chose que j'ai dû aussi déconstruire avec ma psy. C'est qu'en fait, il n'y a pas de métier bon ou mal, de métier, en fait, et on va pas... C'est pas parce que moi j'ai beaucoup grandi en fait il y a des débouchés et où il y en a pas et il faut aller là où il y a des débouchés et en fait non, tant que t'es dans ta voie ça se fait et tu gagneras de l'argent et tu y arriveras et ça c'est quelque chose que j'ai envie de partager aux parents, foutez-leur la paix entre guillemets aux enfants. Les enfants ils ont tout en eux et c'est nous en tant que parents qui les conditionnons et qui les mettons dans des moules, mais ils ont un potentiel qui est énorme et c'est comment accompagner cet enfant dans leur plein potentiel plutôt que de les conditionner dans ce qu'on a envie qu'ils soient. Du coup, ce que j'entends, c'est que clairement, on va dire que tu n'as pas grandi en étant toi-même. Pour moi, le coaching et toutes les autres thérapies, c'est comprendre qui on est, comment on fonctionne et comprendre son mode d'emploi. Aujourd'hui, est-ce que tu as la sensation d'avoir trouvé ton mode d'emploi ? Ouais, clairement. Maintenant, je pense que vraiment, je me connais énormément. Et que tous les voyages que j'ai faits m'ont
permis de recoller les pages de qui je suis. Et toutes ces années de thérapie en tout genre que j'ai fait, parce que aussi je pense que c'est vraiment une de mes passions, le bien-être et de se connaître, ont fait que maintenant je me connais énormément, j'ai plein de tips et d'outils pour quand je vois que je suis dans des phases, parce que la vie c'est pas on pète la forme tout le temps, non, il y a des moments où c'est plus difficile, mais c'est avoir les outils pour s'accompagner soi-même dans ces moments, ou chercher de l'aide aussi, parce qu'on a tendance à vouloir tout résoudre par soi-même. Mais c'est avoir aussi autour de nous des personnes des personnes qui sont des personnes clés qui peuvent nous aider dans les moments difficiles. Et ouais, maintenant je pense que j'ai cette stabilité en moi et je suis capable de vraiment vivre mes émotions. Juste pour donner un peu des outils aux auditeurs, c'est toi, qu'est-ce que tu fais dans les moments où justement t'es moins bien? Dans ton petit panel de ressources, il y a quoi? Alors, il y a beaucoup le yoga, parce que je pense que l'activité physique en tout genre, parce que je suis toujours, le sport fait partie de mon bien-être et de mon équilibre, mais l'activité physique va faire que je vais redescendre, parce que si je vais pas bien, c'est que je suis trop dans mon mental. Donc, soit le yoga, soit le ski, la course à pied, l'escalade, tous ces sports. Il y a le fait aussi d'aller chercher de l'aide, je vais pas aller chercher la psy, parce qu'en fait la psy aussi, je trouve quand on est HP et hypersensible, on est déjà beaucoup dans la tête, et la psy fait qu'on reste dans la tête. Et moi clairement c'était intéressant de déconstruire, mais j'avais besoin d'une thérapie qui me fasse redescendre dans le corps. Et donc du coup le MDR me fait beaucoup redescendre dans le corps, et tout ce qui est l'énergétique aussi me fait revenir à mes sensations corporelles. La méditation, ça m'aide pas du tout dans les moments où je suis dans la tête, parce que j'alimente la tête. Donc moi, je déconstruis. Quand les gens me disent oui, je médite, c'est super, mais en fait, pour moi, t'alimentes tes propres pensées, donc ça ne veut pas, en fonction de ton type de personnalité. Je dirais que je reviens aussi à une alimentation plus saine, parce que en fait, c'est un tout. Et pour être sain dans un corps sain, ça passe par toutes ces clés. La nature. Moi, je sais que l'hypersensibilité fait que le bruit me demande énormément d'énergie, et du coup aller en forêt, aller marcher dans la nature, ça me ressource énormément, d'où le fait qu'avant on habitait à Annecy Centre et on a déménagé en campagne, et du coup ça c'est vraiment ressourçant pour moi. Sinon discuter avec mon conjoint aussi, j'ai vraiment cette force du couple qui fait que ça me permet de redescendre dans mon corps, et mes amis, vraiment ça c'est un truc où j'ai beaucoup de chance, parce qu'autant familialement parlant j'ai grandi dans un milieu qui était peut-être un peu insécure, mais du coup je me suis construite différemment, et mes amis je les ai depuis longtemps, et ça c'est un de mes piliers. Et vraiment je sais que je peux appeler ma meilleure pote, celle avec qui j'ai habité, et je peux l'appeler n'importe quand et elle est là. Et je sais pas si... Après, il y a le fait, les lectures. Moi, la lecture, du fait que je sois HP hypersensible, je dois nourrir mon cerveau tout le temps. Et ça, c'est quelque chose que j'ai assimilé. Je fais tout le temps des formations. J'ai tout le temps besoin de lire pour apprendre des nouvelles choses. Et du coup, ça me permet... C'est aussi alimenter d'une autre manière. Soit je vais être dans ma tête non-stop et nourrir mes pensées qui sont pas bonnes, soit je vais aller les chercher dans la lecture, et ça va m'apaiser parce que j'apprends quelque chose de nouveau. J'aime bien quand Christelle Petit-Colin, elle dit dans son livre, en gros, justement, quand on stimule pas assez son cerveau, on rumine un peu notre merde, quoi. Ouais, exactement. Et je l'ai vu dans les périodes de ma vie où, du coup, je travaillais pas parce que j'étais malade. C'est les périodes les plus difficiles, en fait, parce que du coup, je ruminais énormément dans ma tête. Et en même temps, c'est les périodes où j'ai appris, du coup, à apprendre à vivre en solitude, à apprendre à vivre solo, parce que je pars du principe aussi que si on n'arrive pas à être seul avec soi-même, c'est qu'on ne peut pas être bien, parce qu'on ne peut pas toujours être avec du monde. Mais voilà, je crois que c'est aussi la vie qui a fait qu'à chaque fois j'ai eu des périodes dans ma vie qui m'ont fait apprendre à... là par exemple, quand j'étais malade et que tout le monde était soit à l'école, soit aux études, soit dans un boulot, et que moi j'étais à la maison, et que même lire un livre c'était compliqué pour moi, parce que j'étais vraiment au bout du rouleau, j'étais qu'avec moi-même, et j'ai dû apprendre à vivre seule. Et aussi, c'est par l'ennui qu'on développe sa créativité. Et moi, ça a vraiment été ça, en fait. C'est grâce à l'ennui que j'ai commencé à aller dans des livres que j'aime, à comprendre ce que j'aimais, à me dire, ah tiens, j'ai envie de faire un stage de yoga là-dedans, go, j'y vais. À suivre mon intuition. C'est par l'ennui que j'ai réussi à vraiment me connecter à moi-même aussi. Merci de nous partager tout ça, c'est hyper précieux, parce que justement il y a des tas de personnes qui me demandent
Alors tu l'as pas dit avec ces mots-là, mais je trouve que ça y revient vraiment. C'est comment on fait pour s'aimer soi-même, ne plus avoir peur d'être seul avec soi-même. Et en fait, à un moment donné, comme tu dis, il faut s'y confronter. Exactement. Et en fait, c'est cool. Moi, c'est le confinement, perso, qui m'a appris ça. Oui, pour beaucoup de personnes, le confinement a été une période hyper dure. Moi, c'était Bon, aussi, à ce moment-là, on était en Suisse, donc on avait cette possibilité d'être dehors. En Suisse, on n'était pas confinés à la maison. Donc, clairement, ça change tout. Mais moi, j'ai adoré. C'était un cadeau pour moi de me dire, go, je vais faire mes activités sportives dehors. Je vois personne, c'est pas grave. Au contraire, je culpabilise plus. Et voilà, j'ai appris aussi que moi, je suis quelqu'un qui me ressource dans la solitude. Et que c'est trop cool les potes et j'en ai vraiment besoin. Mais je me ressource seule. Et du coup, voilà, c'est trouver son équilibre en fait. Si je vois du monde tout un week-end, je sais qu'après, il faut que je sois quelques jours toute seule pour me recharger. Enfin, toute seule en famille, quoi, pour me recharger. Trop bien. Merci vraiment de nous avoir partagé tout ça. Moi, tu as, et on va dire dans mon cerveau, on a un arborescence, il y a plein de petites loupiottes qui se sont allumées. Donc, trop intéressant. Merci vraiment. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci à toi, Sophie. Si vous aussi vous souffrez de troubles du comportement alimentaire, n'hésitez pas à vous faire accompagner via différents professionnels comme a pu le préciser Alizée. Que ce soit par la psychothérapie, l'énergétique, le yoga, le MDR, le coaching ou toute autre approche qui vous appelle. En tant que coach, il me semblait important de vous expliquer comment je peux vous accompagner si vous souffrez ou avez souffert de troubles du comportement alimentaire. Si vous souhaitez mieux comprendre votre hypersensibilité, n'hésitez pas à lire mon livre Hypersensible mode d'emploi ou découvrir tous les articles du blog et les épisodes de podcast sur le site dubonheurenbarre.com. À travers le programme Puzzle, je vous envoie chaque mois du contenu vous permettant de travailler sur vous en toute autonomie pour assembler toutes les facettes de votre personnalité et comprendre vos émotions, vos besoins, vos valeurs, votre rythme. Ce programme est accessible pour 6 € par mois. Les séances de coaching individuelles vous permettront d'apprendre à décoder les messages pas toujours très clairs de vos émotions, de ne plus avoir peur de la colère ou de la tristesse, mais au contraire, d'avoir les outils et les ressources pour écouter les messages qu'elles vous transmettent. Les séances de coaching vous permettront également de calmer votre foisonnement de pensée, qui peut parfois être permanent et épuisant, et de vous recentrer sur ce qui est vraiment important pour vous, que ce soit professionnellement ou personnellement, et de savoir poser vos limites pour rester justement focus sur ce qui est important. Le coaching vous permet tout simplement de découvrir réellement votre mode d'emploi et de savoir l'utiliser dans votre vie de tous les jours. N'hésitez pas à réserver votre appel découverte que vous retrouverez sur mon site dubonheurenbarre.com ou dans les ressources de l'épisode si vous souhaitez que l'on en discute. Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite une belle journée. Un grand merci à vous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire savoir en laissant un commentaire ou 5 étoiles dans votre appli de podcast préféré. Pour recevoir une dose de bonheur en barre chaque semaine, inscrivez-vous à ma newsletter sur mon site dubonheurenbarre.com. Et si vous voulez me soutenir et m'encourager, rendez-vous sur ma page Tipeee. Pas de panique si vous êtes en voiture, en cuisine ou que vous n'avez pas de quoi noter. Vous retrouverez tous les liens dans la description de ce podcast. Et si vous aussi, vous voulez partager votre témoignage sensible, envoyez-moi un mail à sophie@dubonheurenbarre.com en me racontant un bout de votre histoire que j'ai déjà hâte de découvrir. Pour clore cet épisode, je vous souhaite plein de jolies choses. Prenez soin de vous.